Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça y est, la Cour des comptes a rendu son rapport et celui-ci est accablant et pointe particulièrement du doigt une départementalisation mal préparée. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de ces enfants non scolarisés. L'association Village des Vases, selon elle, l'association qui a initié l'école de la rue, elle parle de 5 à 7 000 enfants concernés. On en parle également tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 14 janvier. La grève totale annoncée hier soir par les syndicats n'a été que très peu suivie. En effet, seul le dépôt pétrolier de Longoni a été bloqué quelques heures avant l'intervention des gendarmes mobiles. Un coup d'épée dans l'eau pour un mouvement de grève qui fait débat. Les explications dans votre journal. Cet après-midi, le président du conseil départemental, Sobahaddine Ibrahim Ramadani, a prononcé ses vœux pour la nouvelle année. Au cœur du discours, le rapport de la Cour des comptes qui met en évidence une donnée sur laquelle tout le monde s'accorde. La départementalisation a été mal préparée par l'État. La pollution dans la mangrove est un sujet que nous ne cessons d'aborder. En effet, le poumon de l'île est impunément encrassé malgré le travail quotidien des associations de défense de l'environnement. Reportage à la fin de cette édition. Hier soir, nous nous étions quittés annonçant une grève chez Total dès ce matin. Une seule condition pouvait alors changer cette donne, la levée des sanctions disciplinaires à l'encontre de 5 salariés avant minuit. Toutefois, bien qu'aucun accord n'ait été trouvé, ce matin, la plupart des stations étaient ouvertes au public. La mobilisation n'ayant ainsi pas été à la hauteur des attentes, les syndicats ont dû adapter leur discours. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. La grève totale qui devait prendre effet à minuit a été suspendue. C'est du moins ce qu'a annoncé ce matin le secrétaire départemental du syndicat FO. La raison en est simple, la direction a montré une véritable volonté au dialogue et à la négociation. Donc aujourd'hui, cette direction-là a montré qu'elle a envie d'avancer, elle a envie de faire des concessions pour qu'on ait un accord. Donc pourquoi ce matin, on ne fait pas un geste pour montrer que nous aussi, on a envie de s'en sortir, on a envie de lancer un message et de dire qu'on est là pour le dialogue social. Donc, et le dialogue social, ce sont des concessions de part et d'autre. Du côté de certains salariés et de la CFDT, le discours est tout autre. En effet, une poignée d'individus et un 4x4 ont tenté de bloquer le dépôt pétrolier de Longoni. Il convient donc de parler de faible mobilisation plutôt que de grève suspendue ou de concession. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi ils ne sont pas venus. Peut-être qu'ils sont contents de la méthode qui se passe dans la société et tout ce qui se déroule maintenant. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on est désolé qu'ils aient fait n'importe quoi et qu'ils ont été ouverts les stations. Et nous, en ce moment-là, on est ici, on est en train de mobiliser tout le monde. Et là, on se retrouve à pas nombreux. J'apprends qu'il n'y a pas eu assez de mobilisation et puis je ne peux que regretter ce comportement parce que c'était pour la bonne cause que nous avons voulu déclencher ce mouvement. Mais par contre, il y a les salariés qui sont là en mouvement, qui souhaitent prolonger le mouvement jusqu'à... je ne dirais pas que... ils m'ont dit qu'ils vont se concerter et puis après ils vont me rappeler pour la suite à donner par rapport au mouvement. Suite au blocage, les gendarmes mobiles sont arrivés sur place pour dégager le site. Une arrivée que les salariés grévistes ont eu du mal à comprendre. Justement, c'est une surprise qu'on ait eu des gendarmes, des forces de l'ordre. Du moment qu'on est resté tranquille, on fait un mouvement pacifique, il n'y a rien eu. On voit ici qu'il y a des gendarmes qui sont armés. Et je ne sais pas pourquoi ils sont armés. Peut-être qu'on a dit que voilà, les grévistes ils vont faire quelque chose de mal. Non, nous, on est là, on est pacifiquement armés. Ce qui est dommage pour la direction qui nous a fait un accueil vraiment dommage. Pour rappel, le département, comme le reste du territoire national, est en état d'urgence. Toute manifestation ou autre blocage sont donc formellement interdits, comme l'a signifié la directrice de cabinet du préfet au secrétaire départemental de la CFDT. J'ai été contacté par la directrice de cabinet de la préfecture pour ce blocage et
elle a donné la raison pour laquelle elle a voulu à ce qu'on lève ce barrage, tout simplement parce que nous sommes en état d'urgence et également nous sommes face à un endroit vraiment très très sensible. Alors par rapport à ça, j'ai expliqué les camarades qui sont en mouvement pour laisser faire ce que demandait la force de l'ordre, et puis après nous pouvons continuer notre mouvement si nous avons besoin de le continuer. Le site a été dégagé en fin de matinée et les discussions avec la direction continuent concernant le sort des salariés sanctionnés pour faute grave. Quant à savoir quel sera le futur de ce mouvement, pour l'heure il semble bien compromis. Cet après-midi à 14h se tenait la traditionnelle cérémonie des vœux du président du conseil départemental. Sobadine Ibrahim Ramadani a ainsi présenté les orientations de l'institution pour l'année à venir. L'occasion de revenir sur le rapport de la Cour des comptes qui confirme une donnée déjà connue de tous. La départementalisation a été mal préparée, notamment en termes d'accompagnement. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire. Tel est l'intitulé du rapport de la Cour des comptes présenté à la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale hier par le premier président Didier Migaud. Fort de ses 164 pages, ce rapport dépeint le contexte socio-économique préoccupant de l'île. Aujourd'hui, lors de la présentation des vœux du président du conseil départemental, le discours de Sobadine Ibrahim Ramadani est allé dans le sens du rapport de la Cour des comptes. Dans le rapport qui arrive, on n'est surpris de rien. Au contraire, nous sommes confortés par notre demande de ne pas être seuls à payer, n'est-ce pas, les dépenses consacrées à l'enfance en général et notamment à l'aide sociale à l'enfance. Tous les élus partagent le même constat. L'État n'accompagne pas suffisamment le département aux grandes dames du président de la commission chargée du social, Issa Abdou Issa. Oui, on a ce sentiment-là. C'est d'ailleurs le combat de tous les jours. Le nôtre, c'est toute cette injustice sociale surtout que nous dénonçons tous les jours parce que nous voyons bien que nous avons un département sans vraiment les moyens et pour accomplir convenablement ses compétences. C'est vrai pour les PMI, nous le vivons tous les jours. On puise sur nos deniers mais sans compensation véritable. C'est tout ce que nous faisons, c'est toute la demande du département et les va-et-vient que nous faisons, le président et moi-même, à Paris pour aller plaider cette cause. Et donc on est tellement d'accord avec le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, quand il fait cette analyse-là objective d'ailleurs. La grande loi d'orientation de 2001 qui devait asseoir le passage départemental avec une fiscalité de droit commun n'a pas produit les effets escomptés. La Cour des comptes pointe ainsi l'absence de pilotage d'un État aujourd'hui incapable d'estimer le coût de la départementalisation, permettant ainsi d'allouer aux collectivités des crédits bien en deçà de la moyenne outre-mer. Les réformes qui auraient dû constituer des préalables à la départementalisation sont loin d'être achevées. L'application des taxes législatives et réglementaires à Mayotte est très en retard et le département est loin d'avoir atteint le niveau d'organisation nécessaire pour prendre en main l'ensemble des compétences qui lui sont dévolues. On voit bien que depuis 2001 et la loi, le fameux Katiba qui disait qu'il faut qu'en 10 ans, nous rattrapions à la fois sur un certain nombre de domaines pour que nous soyons un vrai département de droit commun. À l'horizon 2010-2011, le compte n'y est pas sur l'état civil. Par exemple, sur le foncier, nous voyons bien que tout n'est pas réglé. Et donc, il y a cette non-préparation, ou en tout cas cette insuffisance de préparation qui fait qu'aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Et puis, c'est vrai aussi au niveau de l'État, ça aussi, c'est objectif que de dire que nous ne sommes pas toujours très bien accompagnés pour que nous remplissions nos missions. Le rapport qui décrit l'engagement de l'État dans une logique de rattrapage avec les autres DOM, tout en précisant que celui-ci ne l'a pas réellement programmé en termes budgétaires, détermine donc les actions prioritaires à conduire tout en livrant ses recommandations. Des recommandations qu'il conviendrait d'examiner de très près. Alors, Tani Mohamed Fali, vous êtes sénateur de Mayotte. On en vit dans ce reportage une départementalisation mal préparée. Tout le monde le savait, ce n'était pas un secret. Et aujourd'hui, ça se ressent dans tous les domaines, foncier, fiscalité, sociale. Alors, vous, en tant que parlementaire, quelle est votre réaction ? Alors effectivement, quel scoop! Depuis le temps que beaucoup d'entre nous le disons,
moi j'ai eu l'occasion effectivement de le dire souvent sur vos antennes, cette départementalisation a été très mal préparée. Le constat est unanime, encore que dans les premières réactions que j'entends, c'est comme si on aurait tendance à tout mettre sur le dos de ceux qui sont aux manettes ici aujourd'hui. Alors que le rapport de la Cour des comptes pointe du doigt un manque d'anticipation, une insuffisante anticipation, une insuffisance dans l'accompagnement, dans les moyens alloués à cette collectivité pour atteindre les objectifs de la départementalisation. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à dire qui est responsable de ça, qui n'est pas responsable de cela. Et c'est pour ça que je tenais certes à dire au préalable que j'étais parfaitement d'accord sur ce constat que nous faisons unanimement. Maintenant, il faut se pencher sur les préconisations de la Cour des comptes. Et si je pouvais résumer, il faut prendre un temps et tenter de faire tout ce qui n'a pas été fait. Et à ce titre, moi, je vous rappelle que j'ai commencé ce travail notamment en demandant que le foncier soit remis à plat. J'insiste sur l'exemple du foncier, tout simplement parce qu'il induit beaucoup de conséquences, des conséquences fiscales, des conséquences en termes de dégagement de foncier pour construire, pour mettre en place des infrastructures. Donc, tout ce qui n'a pas été fait ou mal préparé, mal anticipé, il est plus que temps aujourd'hui, dans le cadre des préconisations émises par la Cour des comptes, eh bien de s'asseoir autour d'une table et de mettre ça en pratique. Je terminerai juste en disant que ce travail a d'une certaine façon été commencé par le plan stratégique Mayotte 2025 qui met en œuvre un certain nombre de chantiers et il faudra continuer ce travail avec les préconisations de la Cour des comptes. Ouais, justement, est-ce que ce projet Mayotte 2025 qui a été institué avant justement ce rapport, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas un peu dépassé? Il ne faudrait pas le revoir un peu certaines choses qui ont été mises à l'intérieur? Il ne peut pas être dépassé parce qu'il a commencé l'année dernière. Il a vocation à aller à s'appliquer durant 10 ans. Donc on n'en est qu'à sa première année d'application et c'est un document évolutif. Il y a des réunions d'étapes qui se font et qui vont se faire régulièrement pour savoir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'environnement, où est-ce que nous en sommes. Eh bien, on ne peut pas parler de documents dépassés, de documents obsolètes, mais il faut tenir compte des préconisations de la Cour des comptes et de ses observations, continuer ce document et l'améliorer. Il est toujours améliorable. Moi, ce que j'avais déploré, c'est que il a fallu, depuis le pacte pour la départementalisation de 2008, dont on a rapidement vu ses limites, eh bien, il a fallu attendre 2015 pour qu'un plan se substitue à ce pacte qui avait mal accompagné la départementalisation. Si vous me permettrez, moi j'aime toujours voir la bouteille à moitié pleine. C'est vrai que la situation des Pintes est préoccupante, voire catastrophique. Et encore une fois, là-dessus, il y a unanimité sur le constat. Maintenant, sur ce territoire, il y a du potentiel. Sur ce territoire, je viens de parler du document stratégique Mayotte 2025. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut qu'on se satisfasse de ce document. Voilà, il faut se mettre réellement au travail et arrêter des priorités. C'est le message de la Cour des comptes. Alors, ce message disant que la départementation était mal préparée, les élus mahorais le disaient déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, leur voix sera mieux entendue ? Ce n'est pas une question de voix mieux entendue ou mal entendue. Tout le monde ne disait pas que la départementalisation était... Beaucoup le disaient quand même. Beaucoup le disaient, mais c'était plutôt un jeu. Ah, c'est moi qui ai amené la départementalisation. Non, c'est pas vous, c'est mon camp qui a amené la départementalisation. Au lieu de se dire, voilà, nous avons franchi cette étape avec toutes les conclusions à en tirer, et maintenant, comment allons-nous faire pour rebondir ?
Merci beaucoup Tani Mohamed Soili. Je rappelle, vous êtes le sénateur de Mayotte. Merci à vous. Et suite à ce rapport, la ministre des Outre-mer a envoyé aux rédactions un communiqué de presse. Objectif, défendre le bilan de l'État à Mayotte. Petit extrait de ses propos qui risquent de faire débat. Il faut mesurer l'ampleur de la tâche et son caractère inédit. Il s'agit de conduire la départementalisation d'un territoire dont 60% des habitants ont moins de 25 ans. La maternité de Mamoudzou est la première de France, dont seule une petite partie a accès à l'eau potable, dont un tiers est sans emploi, dont les codes du travail, des impôts, l'organisation sociale et judiciaire particulière constituent autant de spécificités. Ces événements appellent en l'engagement d'un travail de long terme et des moyens importants. Ils constituent un défi devant lequel l'État ne s'est pas dérobé. L'État a investi dans le domaine de l'éducation pour offrir à chaque élève une école, une classe, l'accès à un repas par jour, toutes ces choses qui vont de soi dans l'Hexagone mais étaient à construire à Mayotte. La départementalisation n'est pas l'affaire d'un quinquennat, il appartient au service de l'État de définir une trajectoire pour Mayotte et c'est la feuille de route signée par le Premier ministre le 13 juin 2015, Mayotte 2025. Mayotte 2025, c'est un cadre pour le cheminement de ce territoire au sein de la République au cours des 10 années à venir. C'est la convergence des droits et des devoirs pour nos concitoyens. La Cour des comptes confirme que Mayotte aura non seulement besoin d'État, mais aussi de collectivités solides et capables d'exercer les compétences qui sont désormais les leurs. Parmi elles, celle de moderniser la gestion publique, de mieux dépenser, de préserver les équilibres d'un territoire soumis à de très fortes tensions sociales et démographiques, comme le souligne la Cour des comptes. Dans son communiqué, la ministre affirme que l'État a fait en sorte d'offrir une école, une salle de classe et un repas à chaque enfant du département. Des propos que réfute l'association Village d'Eva qui annonce 5 à 7 000 enfants non scolarisés. Une école de la rue a même vu le jour en 2015 sous l'égide de l'association. Depuis, les bénévoles travaillent tous les jours avec plus d'une centaine d'enfants non scolarisés. Et même si le nombre d'heures de classe par semaine est inférieur aux 24 heures prévues dans la scolarité classique, les enfants sont assidus et avides d'instruction et d'apprentissage. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Ces enfants sont tous animés par l'espoir d'avoir peut-être la chance un jour d'avoir une place pour être inscrits à l'école. Le quartier est à l'image de leur quotidien défavorisé et abandonné de la société mahoraise. Mais depuis 2015, l'association Village d'Eva et ses bénévoles donnent des cours à ces enfants. Même si la tâche est rude, c'est avec beaucoup de volonté et d'amour que les bénévoles s'impliquent. Je leur fais les cours de 9h30 à 11h30. On fait tout ce qui est alphabet, pluriel, tout ça pour qu'ils puissent connaître les bases du français. Ils m'écoutent même si des fois ils font un peu n'importe quoi, mais bon, c'est des enfants, c'est normal, mais ils sont quand même très assidus au travail. J'avais regardé un documentaire sur les enfants de Mayotte un jour et je m'étais dit que c'était vraiment trop. Et quand j'ai fait mes recherches pour un service civique, j'ai vu qu'il y avait cette mission sur Mayotte et les enfants, donc j'ai postulé et vu que je savais à peu près de quoi je parlais, j'ai pu faire une bonne lettre de motivation et j'ai été prise. Au sein des familles, nous constatons que certains parents ont des papiers. Voilà. Et à noter que tous les enfants pour lesquels nous œuvrons en faveur de leur scolarisation ne sont pas nés aux Comores. Certains sont nés à Mayotte. Donc il y a des enfants qui naissent à Mayotte, qui sont là depuis toujours à Mayotte et qui ne vont pas à l'école. Alors même que la loi oblige les pouvoirs publics à les scolariser. Donc c'est ce pourquoi nous sommes engagés sur le terrain. Cette mère de famille de 5 enfants a 3 enfants non scolarisés à la maison. Elle est donc présente pour regarder ses enfants suivre les cours de l'école de la rue, à la fois remplis de tristesse mais aussi d'espoir. Résidant à Mayotte depuis plus de 20 ans, elle peine à comprendre cette difficile situation. Presque yani de wa mama ilio marina wana malagon kaspara likoli. Babotso jwanambia mba wanne au watano. Manaba saba ni pia wa mama wanatsa tujuru wastwambia wadagon. Yani watola wengi likoli. Walio malagoni babu asiristwambia swafi. Mana wamina iwona wangu kasoma wamnyo kasoma watu juru ristwambia. Nekaspara likoli babu wamini stwambia na mwana mtumama. Ebani nekanda kesidagoni kasenda likoli kasina tongo. Babu mwana uo maisha yae tujuru kasimema.
mana tola mwenze awatona pale wanzanoi wasoma alikoli atuamenya msomo mana tuahira na wale wa klasini toujours baboka sinzuzuri. Ces enfants caressent tous le rêve d'avoir une place dans une école publique, portés par l'espoir de leurs parents de les voir un jour réussir là où ils ont échoué pour avoir une vie meilleure. Fernand Beyen, vice-président de l'association Village d'Eva, est chaque jour présent sur le terrain avec ses bénévoles pour permettre à tous les enfants de retrouver un minimum de cadre éducatif. Le Village d'Eva, que vous devez connaître, est une association suivie par 5100 personnes avec 102 bénévoles, 8 contrats civiques. Donc nous nous battons pour faire du plaidoyer à Mayotte et pour que les choses évoluent dans le bon sens, avec des propositions stratégiques et tactiques qui vont faire avancer Mayotte. À Mayotte, nous avons entre 5 et 7 000 enfants qui ne sont pas scolarisés. Ça, c'est une situation quand même qui est ubuesque dans la République. Sachez qu'entre 6 et 16 ans, l'école l'instruction est obligatoire en France, sur le territoire français. Et donc, c'est pas normal. Nous devons nous indigner pour que les choses essaient d'échanger. Plus de 5 000 à 7 000 enfants ne sont pas scolarisés à Mayotte. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, sachant qu'il y a plus de 9 000 naissances en 2015. L'association Village d'Eva avec l'école de la rue redonne donc un peu d'espoir aux enfants ainsi qu'aux parents, même si la problématique du manque de place dans les écoles constitue un véritable blasphème républicain. Alors Pierre, on l'a vu dans le reportage, 5 000 à 7 000 enfants non scolarisés. On parle de cette tranche d'enfants qui doivent obligatoirement être scolarisés 6 à 16 ans. Alors ces chiffres sont pris où? D'où sortent-ils? Alors il y a eu des études, l'association Village d'Eva notamment a mené une étude sur le terrain, eux ils ont l'habitude, mais ce sont des chiffres officiels parce qu'il y a eu d'autres études menées par la préfecture, le vice-rectorat qui confirme ces chiffres. C'est-à-dire que on ne parle pas de chiffres comme ça dans le vent, c'est officiel. Il y a plus de 5000 enfants qui à Mayotte ne sont pas scolarisés. Alors effectivement c'est dramatique pour le département, c'est dramatique pour ces enfants. À noter qu'il y a quand même 25% d'enfants qui sont mahorais, qui sont français, qui sont nés sur le territoire de Mayotte. Donc voilà, ce sont des chiffres accablants. On en a déjà parlé, là maintenant on a des vrais chiffres en fait. On parlait de 3000 enfants, on ne savait pas. 5000, c'est considérable sur un si petit territoire. Maintenant il faut aussi, c'est vrai que la ministre nous parle d'écoles et de salles de classe pour tous les enfants. Non, ce n'est absolument pas le cas à Mayotte. Maintenant c'est vrai que c'est un contexte très particulier. Il y a plus de 9000 naissances par an maintenant, ce qui représente plus d'une salle de classe à créer chaque jour à Mayotte. C'est considérable effectivement en termes de moyens. Maintenant, il faut le dire, on parlait de blasphème républicain. En tout cas, c'est vraiment c'est la valeur républicaine qui n'est pas qui à Mayotte n'a pas lieu. C'est-à-dire que c'est une obligation de scolariser les enfants. Que vont devenir ces enfants? Ils n'ont même pas accès. On le voit en plus tous ceux qui ont l'occasion. Rappeler aussi le travail de ces associations, qui ont l'occasion d'être on parle d'un enseignement et on parle pas d'éducation. Pour pallier en attendant qu'ils soient scolarisés notamment. Tout à fait. En général, c'est en attendant qu'ils puissent réintégrer le système éducatif. Donc ces enfants sont là, ils sont assidus, ils sont très avides d'apprendre, ils ont envie d'avancer, ils ont envie aussi de se socialiser, puisqu'on sait que l'école c'est un endroit pour se socialiser. Donc malheureusement, ils n'ont pas accès à ça. C'est le triste bilan que nous faisons, qui aussi se raccorde avec le rapport de la Cour des comptes. On le voit qu'il y a d'énormes difficultés, c'est dramatique. Il faut souligner à nouveau, je le répète, le travail des associations qui sont là justement pour occuper cette jeunesse, pour essayer de faire en sorte qu'elle s'en sorte, et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention et on continue. Plusieurs habitants de Kawidi étaient mobilisés cet après-midi au cimetière du quartier Mahabourini où des travaux de clôture sont menés. Les administrés dénoncent le déterrement de leur mort et ont fait appel au maire Majani Mohamed qui est venu sur place pour constater les faits. Reportage Shakila Issouf et Leslie Limné. Mobilisés et en colère, ces Kawenniens présents dans le cimetière tentent de comprendre les raisons du déterrement de leurs défunts. Ce jeune présent, lors des faits, explique avoir une grand-mère enterrée dans ce cimetière et s'indigne face à ces travaux.
Mana ko kwangu adziwa vale. Cheke tsokiri. Mana nishtiati nziri mana maya asir plasi. Ola kala tuvenza shtia fanya kan van mana sungamba va mtoya rongo maburi atjange dzewe anzano lo avolo. Anzano lo kasnashtu. Mana wetsi maburi anzano maburi maore. Nasnori piando lo kan van anzano. Au bord des larmes comme ce jeune, de nombreux pères de famille présents attendent des explications du premier magistrat du chef-lieu. Mais de son côté, la mairie explique que rien n'a été fait pour aller à l'encontre de la religion et du culte mortuaire. Mais les riverains ne l'entendent pas de cette oreille. harna ambar toparamba mafoko yale kama de sopare mibaya wanadamu ilo amba wa maforo amantwe esai kamba wasifutu war topara wanadamu waweja rona matongo yoti nzuri lazimu rumire mera age sur place ajona matongo yaskarto kubali d'après makatwa kufutulwa bale para wa mibaya paruhana irengo itimbo abantu bangina baborso na matongo yoti nzuri. Même si l'ensemble des personnes présentes ont juste montré une force de mobilisation, il n'en reste pas moins qu'ils aient été profondément touchés et blessés de voir les tombeaux de leurs proches fouillés. Ils attendent désormais une rencontre avec le maire le plus rapidement possible. Installation programmée de l'Observatoire de l'immigration, le CHM pris à la gorge par un emprunt toxique. C'est également dans l'actualité de ce jeudi 14 janvier. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Les collectivités territoriales françaises financent depuis des années leurs investissements à travers des emprunts contractés auprès d'organismes bancaires. C'est le cas du centre hospitalier qui se retrouve mis en danger par des emprunts toxiques qui l'ont contraint à déposer plainte en 2013. Si le système a parfaitement fonctionné pendant des années, les banques se sont bien gardées d'informer sur les risques encourus au moment de la transition taux fixe-taux variable. Ces derniers ne sont pas indexés sur l'inflation, mais sur l'évolution des parités de change entre différentes monnaies. Ainsi, un taux de départ fixé à 0,4% s'est transformé au fil des crises successives en un taux pouvant atteindre 10 voire 20%. Le CHM, endetté aujourd'hui à hauteur de 60 millions d'euros, souffre d'un emprunt toxique représentant un tiers de sa dette globale. Il a en effet contracté un emprunt de 20 millions d'euros sur 29 ans, dont le taux de remboursement, initialement à 3,42%, est aujourd'hui à 8%. En clair, le CHM rembourse 800 000 euros de capital par an, auxquels s'ajoutent 900 000 euros de frais financiers. Face à cette pression financière, la direction de l'hôpital avait tenté de revoir la copie en renégociant les termes du contrat. Sans succès puisque la banque Dexia a depuis fait faillite. Une porte de sortie était néanmoins envisageable puisque le gouvernement avait créé un fonds d'aide aux collectivités territoriales pour sortir des emprunts toxiques. Le dossier déposé par la direction du CHM n'a malheureusement pas abouti, même si de nouveaux pourparlers devraient s'engager sous peu. Les menaces de blocage du poumon économique de l'île se font de plus en plus précises avec la CGTMA qui dénonce de très importantes irrégularités dans la manière dont Mayotte Channel Gateway entend conduire les affaires à Longoni. Le conseil départemental se retrouve placé entre le marteau et l'enclume, la SMART tout comme MCG demandant aux élus de prendre leurs responsabilités. Or, le port de Longoni occupe une place importante dans le rapport que la Cour des comptes vient de dévoiler. En effet, la durée de la DSP et celle nécessaire à l'amortissement des équipements qui constituent des biens de retour n'auront pas été amortis au terme du contrat. En conséquence, le département devra être en mesure de verser une indemnité compensatrice de l'ordre de 50 à 60 millions d'euros aux délégataires à la fin de la convention. Au pire, si le projet ne devient pas rentable et que la société se voit contrainte à la liquidation judiciaire, il pourrait devoir s'acquitter d'une indemnité représentant presque la totalité des investissements réalisés. Les enjeux financiers sont colossaux et devoir payer de 50 à 150 millions d'euros aux délégataires en cas de problème entraînerait la banqueroute du territoire. Pour l'heure, il est impératif de ménager la chèvre et le chou afin d'éviter que la situation ne se dégrade. Un observatoire de l'immigration a été créé à Mayotte le 19 août 2015 dans le cadre de la politique de l'immigration. Chargé d'évaluer l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration à Mayotte, il est composé de 24 membres désignés, d'un représentant de la Chambre de commerce, un de la Chambre des métiers et de 3 personnes désignées par le préfet. Ce nouvel outil qui s'inscrit dans le cadre des orientations fixées à Mayotte par l'État prendra officiellement vie le 18 janvier prochain, marquant alors le top départ des travaux.
L'Observatoire de l'immigration se réunira une fois par semestre sur convocation de son président et peut proposer au gouvernement des mesures d'adaptation rendues nécessaires de par les caractéristiques locales. Il peut également auditionner des personnalités extérieures. Si le préfet a décidé de nommer un représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le bâtonnier de l'ordre des avocats et la présidente de la CIMAD au titre des personnes qualifiées, on peut cependant déplorer que le CHM ne fasse pas partie des représentations. En effet, fortement impacté par l'immigration galopante, sa voix aurait pu apporter des éclairages d'importance. Un grand pas vient cependant d'être franchi. Reste maintenant à espérer que l'efficacité de l'Observatoire soit à la hauteur des attentes. Située à l'interface des terres et du milieu marin, la mangrove a un rôle très important. Véritable filtre naturel et extraordinaire pouponnière pour beaucoup d'espèces de poissons, la mangrove joue également un rôle déterminant dans la lutte anti-érosion. Les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent et Isabelle Fargier. À Mayotte, petite île de 374 km², les zones habitées sont à proximité de la mangrove, ce qui pose des problèmes au niveau de sa préservation. Envahie par les ordures, polluée par l'écoulement des eaux usées, menacée de destruction au profit d'activités humaines et par la coupe de ses palétuviers, les 700 hectares de mangrove de Mayotte sont aujourd'hui menacés. La mangrove a un rôle de filtre entre la terre et la mer. Dans les zones urbanisées, c'est là où la mangrove résiste le moins. C'est là où elle régresse. Il faudrait d'une part assainir davantage l'île sur les déchets, aussi les déchets solides. Ça, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est-à-dire de ne pas laisser traîner des canettes ou n'importe quoi dans les rues ou n'importe où, parce qu'on sait que ça finira dans le lagon. Et dans le lagon, eh bien, ça sera déposé par les marées sur le littoral et donc aussi sur les mangroves. Et c'est une ceinture de protection qui est particulièrement importante et fragile en même temps. Même si on fait un jour une opération ratissage de la mangrove pour enlever tous les déchets, eh bien, 3 ou 4 marées plus tard, on risque d'en avoir autant. Donc la vraie solution, c'est moins de ramasser les déchets dans la mangrove que de les ramasser dans les villages. C'est vraiment de notre intérêt à tous d'essayer de protéger cette petite bande qui nous protège, justement. Les mangroves ne sont pas les seules à être touchées. En effet, la pollution de celles-ci se répercute dans le lagon et sur les plages. C'est le début de la saison des pluies, même s'il est en retard. Ça draine énormément de boue au fond du lagon. La seule pollution autre que celle que je viens d'expliquer, dont je peux m'apercevoir, c'est la pollution de gros déchets, de macro-déchets. Tout le monde était heureux de faire la fête le 1er janvier. Vous allez actuellement sur la plage de Mbonatsa, vous avez des dizaines et des dizaines de kilos de déchets qui ont été laissés sur la plage par des gens venus faire la fête sur la plage. Qui c'est qui va ramasser ? Voilà, c'est une association locale qui va mettre ses mains dans les déchets des autres pour ramasser. C'est le propriétaire du coin qui va mettre les mains dans les déchets pour ramasser. Et personne ne sera venu pour sanctionner, et on ramasse, et puis dans 2 semaines c'est reparti, c'est la même chose. Et quand c'est pas ramassé, ça finit dans le lagon. J'ai envie de dire, la sensibilisation ça suffit plus. Il y a une époque où, il y a 15 ans, à Mayotte, personne mettait le casque et la ceinture, les premières contraventions sont arrivées, le lendemain tout le monde mettait le casque et la ceinture, c'est tout. C'est malheureux, mais il faut passer par le portefeuille pour obtenir quelque chose. Les mangroves jouent donc un rôle primordial dans l'écosystème mahorais, et il appartient à tout un chacun de les protéger. C'est pourquoi, le 13 février prochain, les naturalistes de Mayotte, en partenariat avec d'autres associations, organisent une visite de mangroves. L'objectif est de faire venir la population sur place pour montrer à quoi servent les mangroves et pourquoi nous avons tout intérêt à les protéger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain avec Ornella Perrine. À suivre juste après les invités du temps de parole, Fernand Beyen et Aurélie Ariba de l'association Village d'Eva. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Mian. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.